On va commencer donc cette rencontre avec Victor del Árbol par un petit poème biographique. On a échangé avec lui dans la table ronde précédente, mais on va se rapprocher un peu plus de lui. Un petit poème biographique parce que sa biographie est presque romanesque. Quand on lit comment les éditeurs résument sa vie, on apprend des choses qui pourraient presque figurer dans un roman. Et on essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler le personnage de ce roman. Quelqu'un qui a été soudeur, qui a été garçon de café, qui a été séminariste, qui a fait des études d'histoire à l'université de Barcelone. On verra que c'est extrêmement important, évidemment. Qui ensuite, pendant 10 ans, a été policier. 20 ans? Ah ben oui, de 92 à 2012, j'ai noté. Je m'aperçois que ça fait 20 ans. Et qui ensuite est devenu historien, donc écrivain. Donc ma première question est extrêmement simple. Comment est-ce qu'on passe de l'histoire à la police et au roman? Et ensuite, qu'est-ce que, lorsqu'on on passe de policier à écrivain, qu'est-ce qu'on emporte avec soi du policier? Bueno, como me parece que vamos justitos de tiempo, vamos a ser breves y concisos. Comme nous avons peu de temps, on va faire ça très vite et facilement. Yo creo que la vida de todo el mundo es novelesca. Moi, je pense que c'est la vie de chacun d'entre nous qui est romanesque. Creo que en la vida de todos hay cosas extraordinarias y cosas que preferiríamos no haber vivido. Et dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des choses extraordinaires et d'autres non. Y en la vida hay cosas que nos apasionan y hay circunstancias que nos encontramos. Il y a dans la vie des choses qui nous passionnent et d'autres que nous sommes obligés de faire ou avec lesquelles nous nous rencontrons. Vous entendez? Pardon. Dans la vie, il y a des choses qui nous passionnent et puis il y a des choses du quotidien que nous sommes obligés de faire. En mi caso, yo no sé cómo llego yo a la escritura. Dans mon cas personnel, je ne sais pas comment je suis arrivé à l'écriture. Comment l'écriture est venue à moi. Yo creo que siempre estuvo dentro de mí. Je crois qu'elle a toujours été en moi. Yo escribo desde que era un niño, desde que era pequeño. Moi, j'écris depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit. Y mi vida ha estado rodeada siempre de libros. Ma vie était entourée de livres. Aunque en mi casa no había libros. Bien que chez moi, il n'y avait pas de livres. Yo soy de un barrio de Barcelona, de lo que vosotros llamáis la banlieue. Moi, je suis d'un quartier de Barcelone, ce que vous appelez vous la banlieue. Donde no había nada, chabolas. Vengo de un barrio de chabolas. Un quartier de cabanes. Sí, en los años 60 hubo una migración económica muy fuerte del sur hacia las zonas industriales de España. Dans les années 60, il y a eu une immigration très importante depuis le sud de l'Espagne. Y mis padres, pues mi padre venía de Extremadura y mi madre venía de Andalucía. Mon père venait d'Extremadura, ma mère d'Andalousie. Y como no tenían recursos, pues todos iban a parar a la montaña. Et comme ils n'avaient pas de ressources suffisantes, ils allaient tous vers la montagne. Y entonces allí la gente lo que hacía era, pues, cogían 4 estacas, marcaban un terreno. Oui, alors ils allaient à la montagne, ils prenaient 4 pieux, ils délimitaient un terrain. Y decían, esto es mío. Et ça, c'est à moi. Y allí se construía, pues, una chabola, una là, casa. On construisait une chabola, une cabane. Y allí nací yo. Et c'est là que je suis né. Mi madre es una persona que con 8 años dejó de ir a la escuela. Ma mère est quelqu'un qui, à 8 ans, n'est plus allé à l'école. Y mi padre con 10 años ya estaba trabajando en la obra. Et mon père, à 10 ans, il travaillait déjà. En mi casa los libros evidentemente no existían. Et bien sûr, chez moi, les livres n'existaient pas. Pero lo que siempre han tenido mis padres
de lo cual yo me siento orgulloso, es una cosa que yo llamo la inteligencia emocional. Et par contre, ce qu'ont toujours eu mes parents et dont je suis très fier, c'est une conscience émotionnelle. Una inteligencia emocional. Une intelligence émotionnelle. Es decir, mi madre sabía, porque el entorno así lo marcaba, dónde iba a terminar yo. Et ma mère savait, parce que ce qui nous entourait le signalait, elle savait comment je finirais, à quoi j'arriverais. Que iba a acabar siendo un delincuente. Que j'allais arriver et j'allais finir par être un délinquant. Era así porque vivíamos rodeados de gitanos, vivíamos rodeados de gente que su medio de subsistencia era la delincuencia. Oui, parce que ceux qui nous entouraient, c'était des gitans en particulier, mais surtout des gens dont le mode de vie était la délinquance. Y entonces llegó un acuerdo con una bibliotecaria. Et donc, on a eu un accord avec une bibliothécaire. Porque ciertos días a la semana había un autobús que llegaba hasta allí con libros. Et donc, certains jours de la semaine, il y avait un bibliobus qui montait jusqu'à chez nous. Y era como una especie de isla de resistencia. Et c'était une sorte de île de résistance. Entonces, mi madre llegó a un acuerdo con esta mujer y es que cuando ella se iba a trabajar a limpiarle la mierda a los demás, a Barcelona, yo me quedaba en la biblioteca Et con donc esa mujer. le contrat de ma mère avec cette femme, c'était que pendant qu'elle allait nettoyer et ramasser la merde dans les familles de Barcelone, moi je restais avec cette femme pour lire. Claro, yo me aburría. Mais moi, ça m'ennuyait. Pero en una biblioteca al final acabas leyendo. Mais quand tu es dans une bibliothèque, tu finis bien par lire. Y sobre todo descubrí una cosa muy interesante y es el silencio. Et j'ai découvert là quelque chose de très intéressant, c'est le silence. Cuando yo entraba en aquel bibliobús, todo era silencio, todo era perfecto. Moi, quand j'allais dans ce bibliobus, tout était silence, tout était parfait. Todo eran libros. Il n'y avait que des livres. Y no había violencia, y no había gritos. Aucune violence, aucun cri. Y me sentía a gusto. Et je me sentais bien. Cuando yo salía de esa biblioteca y volvía con mis amigos, quand je sortais de cette bibliothèque et que je retrouvais mes amis, yo decía, esto es una mierda, esto es súper aburrido, no vale para nada. Ça c'est de la merde, c'est emmerdant, on peut rien faire. Pero un día me di cuenta de que eso era una postura, porque en realidad yo donde quería estar era en aquella biblioteca. Je me suis aperçu que c'était une posture, parce que ce qu'ils auraient aimé, c'est être aussi dans cette bibliothèque. Non, pardon, voilà, pardon. C'est une posture parce que ce que je voulais moi, c'est me retrouver dans cette bibliothèque. En La tristeza del samurái hay una escena. Dans La tristesse du samouraï, il y a une scène. Que hay una chica que es bibliotecaria. Il y a une fille qui est bibliothécaire. Que le queman el autobús. On lui brûle l'autobus, le bibliobus. Y que la violan. Et on la viole. Bueno, pues esa chica está inspirada en esa bibliotecaria. Et cette fille est inspirée de cette bibliothèque dont je parlais. Porque muchas veces esa biblioteca, ese bibliobús que subía hasta Torre Baró, le pinchaban las ruedas. Parce que ce bibliobus qui montait jusqu'à Torre Baró, on lui crevait les pneus. Le rompían los cristales a pedradas. On cassait les vitres à grands coups de pierre. Y yo me di cuenta de que yo acababa defendiendo a esa bibliotecaria. Et moi, j'ai fini par comprendre que j'étais là pour défendre cette bibliothécaire. A grosso modo, quiero decir que para mí la lectura enseguida se convirtió en un refugio. Et donc, pour moi, la lecture est devenue un refuge. Y a partir de ahí, el paso hacia la escritura fue natural. Et à partir de là, le passage à l'écriture était naturel. Me acuerdo, por ejemplo, nosotros había unos BDs para explicar la Ilíada y la Odisea de Homero a niños pequeños. Il y avait plusieurs bandes dessinées pour expliquer aux enfants l'Iliade et l'Odyssée. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo aquellos dibujos y a mí Aquiles me caía muy mal. Moi, en voyant ces dessins, je me sentais très mal.
Pardon, no he entendido. A mí, Aquiles, yo veía los dibujos de Aquiles, me caía mal. Pardon, Achilles, non, Achille, avec le personnage d'Achille, ne me convenait pas. Y en cambio Héctor me caía muy bien. Par contre, Hector me plaisait beaucoup. Porque bueno, defendía a su hermano y, bueno, y a Helena y todo esto. Parce qu'il défendait son frère, il défendait Hélène, etc. Y entonces, un día cogí el BD y puse Aquiles, eres un cabrón, no sé qué, Héctor, no sé cuánto. Et donc, moi, j'ai pris la bande dessinée et j'ai écrit Achille est un salaud, Hector est ceci ou cela. Y la bibliotecaria, no sé si... Et la bibliothécaire s'arrachait les cheveux. Y ella me dijo, dice, escribe la Ilíada, escribe lo que tú quieres que pase. Et elle m'a dit, tu as qu'à écrire, toi, l'Iliade, écris ce que tu voudrais qu'il arrive. Y lo hice. Et je l'ai fait. Y hice, evidentemente, era una chorrada, era una tontería, pero descubrí que escribiendo tenía poder sobre la realidad. Et donc je l'ai fait, bien sûr, ça valait rien, c'était une cochonnerie, mais après j'ai aperçu que voilà, j'avais du pouvoir de me saisir de l'écriture. O sea, y ese poder sobre la realidad, ese poder controlar la realidad, ese convertirte en un demiurgo, es adictivo. Ce pouvoir sur la réalité, c'est le pouvoir de devenir un démiurge et d'intervenir sur la réalité. Y entonces a partir de ese momento la escritura se convirtió para mí en una forma de control de la realidad. Et donc l'écriture est devenue pour moi une forme de contrôle de la réalité. Empecé a escribir poesía, como escribimos todos cuando somos niños. J'ai commencé par écrire de la poésie, comme nous écrivons tous quand nous sommes enfants. Y empecé a describir mi entorno. J'ai commencé à décrire ce qui m'entourait. Yo escribo a mano mis novelas. J'écris à la main tous mes romans. Y conservo cahiers, libretas, desde que tengo 12, 13, 14 años. Et je garde tous les cahiers depuis que j'avais 12 ou 13 ans, 14 ans. Y como dice mi amigo y mi hermano querido Alfonso Cervera, son conmovedoramente malas. Et comme le dit mon ami et mon frère Alfonso Cervera, sont vraiment mauvaises. Ils sont vraiment mauvais. Conmovedoramente malas. Conmovedores. Oui, ils sont... oui, je cherche. Son mauvaises d'une manière émouvante. Sí. Voilà. Quiero decir, hay una ternura en ese querer encontrar en las palabras una explicación a la realidad que todavía me emociona. Voilà, il y a une tendresse, une façon d'utiliser les mots qui m'amène encore beaucoup d'émotions. Otra cosa son las circunstancias que te vienen en la vida. Et autre chose, c'est les circonstances de la vie. Para mí no hay distinción entre el hecho de haber estado en el seminario y haber sido policía. Pour moi, il n'y a pas de différence entre avoir été au séminaire et avoir été policier. No. Un amigo mío dice, a ti lo que te gustaba era dar hostias. No he entendido. Un amigo mío dice, a ti lo que te gustaba era dar hostias. Ah, il dit là, c'est un jeu de mots. En fait, ce qui te plaisait là, ce sont les hosties. Alors, il faut dire les hosties, c'est ce que vous savez. Et las hostias, c'est les baffes, c'est les coups, quoi. Que sont censés donner les policiers aux gens qui les enferment. Pero no es así. O sea, lo que siempre me ha interesado es ser protagonista de mi vida. Voilà, la seule chose que je voulais, c'est être acteur de ma vie. El protagonista de mi vida, no un actor, el protagonista. Oui, en français c'est acteur. Sí. D'être protagoniste de ma vie. Es decir, no ser un testigo de lo que me pasa. Ne pas être simplement témoin de ce qui m'arrive, mais être acteur de ce qui m'arrive, protagoniste. No sé si ustedes han oído, si vosotros habéis oído alguna vez hablar de la figura del cura obrero. Je ne sais si vous avez entendu parler du prêtre ouvrier. Que es una tradición que viene de los suburbios de Barcelona, bueno, de los suburbios industriales, donde una parte de la iglesia decide ir a buscar al obrero a su medio. C'est une tradition dans la banlieue de Barcelone où l'église a choisi d'aller à la rencontre des ouvriers, d'aller les chercher. No de atraer a la gente hacia las iglesias, sino de ir a las fábricas. Ne pas attirer les ouvriers vers les églises, mais d'aller dans les usines. Y cuando yo empiezo a tener un poco de conciencia social, hay en boga en ese momento una cosa que se llama la teología de la liberación. Voilà, et quand j'ai eu quelques consciences sociales, il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle la théologie
de la libération qui était en vogue. Que es, bueno, el paradigma es un teólogo brasileño que se llama Leonardo Wolff, que dice que la Iglesia tiene que ser pobre. Oui, comment dire, celui qui l'inspire est un théologien brésilien qui dit que l'Église doit être pauvre. No, Cámara no. No, Leonardo Wolff es el que pone esto en el de Cámara es otra cosa. Sí, entonces en ese contexto yo conozco a un cura obrero. Et donc dans ce cadre-là, j'ai connu un prêtre ouvrier. Tengo 13, 14 años. A 13 o 14 ans. Y esa persona, que para mí ha sido muy importante en la vida, ve algo en mí. Et cette personne qui pour moi était, dans ma vie était très importante, a vu quelque chose en moi. Y me ayudó mucho. Et il m'a beaucoup aidé. Y entonces, como yo de alguna manera me di cuenta de que aquello era una manera de incidir sobre la realidad social, que se podía transformar la realidad. Oui, donc j'ai compris qu'il y avait une façon d'intervenir dans la réalité, que cette réalité pouvait être transformée. Y de verdad decidí que si un cura era eso, yo quería ser cura. Et voilà, si un curé pouvait faire ça ou était ça, moi-même je pouvais être curé. Me fui al seminario. Je suis allé au séminaire. Estuve 5 años. J'y suis resté 5 ans. Y me encontré con la Iglesia. Et j'ai rencontré l'Église. Como decimos en español, con la Iglesia hemos topado. Comme on dit en Espagne, je suis tombé sur l'Église. Me encontré pues con lo que es la estructura de la autoridad. Et j'ai donc rencontré, je me suis confronté à la structure de l'autorité. Y yo tengo un problema con la autoridad. Et j'ai un problème avec l'autorité. Y además tengo otro problema, y es que soy un enamorado de la vida. Et l'autre problème, c'est que je suis amoureux de la vie. Con lo cual, pues entré en una contradicción que solo se podía resolver de una manera, que era marchándome. Et voilà, il y avait une contradiction telle que la seule manière de la résoudre, c'était de partir. Cuando llego a mi etapa en la policía, un poco es lo mismo. Quand j'en arrive à l'étape de ma vie qui concerne la police, c'est un peu la même chose. Yo vengo de un entorno donde la policía se le tiene miedo y se le tiene odio. Donc, je viens d'un milieu où à la police on en a peur, où on la déteste, on la hait. Estamos hablando de una época en la que nosotros llamamos a los policías maderos porque iban de marrón. Voilà. Sí, es verdad. Donc c'est une époque où les policiers, on disait on les appelait bois parce qu'ils étaient habillés en marron. Y porque te daban unas hostias de cojones con los palos. Et parce qu'ils te donnaient de grands coups, donnaient hostias avec des manches en bois. Es decir, pensad que la policía es un elemento de los que se depura a última hora del franquismo. La policía no se depura inmediatamente, sino que es todo un proceso. Oui, alors la police, c'est celle qui a duré le plus longtemps sous le franquisme et qui ne s'est arrangée dans les derniers jours du franquisme. En los años 70 y en los años 80 la policía continúa siendo franquista. Dans les années 70 et 80, la police continue à être franquiste. En ese contexto, en el año 92, yo conozco a un Mosso d'Esquadra. Donc, dans ce contexte, l'année 1992, j'ai connu un monstre d'escouade, c'est-à-dire un policier de la police autonome catalane. Claro, os sitúo. En 1992 es el año mágico. L'année 1992, c'est l'année magique. Por la Cataluña. Pour la Catalogne. Es el año de las Olimpiadas de Barcelona. C'est l'année des Jeux Olympiques à Barcelone. Y es la primera vez que ganamos la Champions en Wembley. Et c'est la première année nous avons gagné. La Champions League. La Coupe, voilà, pardon. La Champions League, la Coupe d'Europe de football. Con el gol famoso de Koeman. Entonces hay como una, y esto es cierto, hay como una euforia. Vosotros sabéis que en Barcelona el fútbol es muy importante. En Barcelona el fútbol c'est très important. Entonces había como una especie de euforia social. Il y avait une sorte d'euphorie sociale. De felicidad. De bonheur. Y de esperanza. Et d'espérance. En ese contexto, la policía catalana era una promesa de algo distinto. Donc, dans ce contexte-là, la police catalane, c'était la promesse de quelque chose de différent. De una policía que estaba empezando. Pensaba que la policía, los Mossos d'Esquadra, se instauran como policía a partir del año 86.
La mosse d'esquadra sont instituées comme police à partir dans l'année 86. Es una policía que está empezando. Entonces, esa idea de buscar gente joven, con valores democráticos, con ganas de cambiar las cosas, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me dejé llevar por esa euforia. Et donc, cette police autonome a plutôt recruté des gens jeunes avec des valeurs démocratiques, donc quelque chose était en train de changer et ça m'a plu. Entonces, yo pensaba realmente que la manera de cambiar las cosas, y sigo pensando que la manera de cambiar las cosas es implicarte en la realidad. Et je continue à penser que la manière de changer les choses, la bonne manière, c'est de s'impliquer dans la réalité. Yo estaba acostumbrado a ver a mis compañeros que la policía tortura, y era verdad, torturaba. Si j'étais habitué à travers mes compagnons, mes copains, que la police c'est celle qui torture, et effectivement elle torturait. Entonces pensé, me voy a hacer policía. Et je me suis dit, je vais devenir policier. Voy a cambiar las cosas desde Je dentro. vais changer les choses de l'intérieur. Yo, Víctor del Árbol, Moi, Victor del Árbol, voy a cambiar el mundo. je vais changer le monde. Evidentemente, el mundo me cambió a mí, ¿no? Et évidemment, c'est le monde qui m'a changé moi. He descubierto, ¿qué me queda de eso? Pues descubres, por ejemplo, algo fundamental que hay que entender, que es la diferencia entre la justicia y la ley. Voilà, et c'est que tu découvres là quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre, c'est la différence entre la justice et la loi. Aprendes lo que es el miedo. Tu apprends ce qu'est la peur, No un miedo subjetivo o teórico, sino un miedo real. et pas une peur subjective ou théorique, mais la peur réelle. O sea, un miedo de que te maten. La... Miedo de morir. Oui, une peur qui te tue. No. Que l'on te tue. Que quelqu'un te tue. Excusez-moi, Este también está enamorado. c'est un peu fatigant. Te fatiga. Non, c'est la peur que l'on te tue, pardon, pas la peur qui te tue, la peur que l'on te tue. Y hay algo fundamental que he aprendido en la policía, que creo que sí que me ha ayudado a mejorar como escritor, y es... Il y a une chose fondamentale que j'ai appris dans la police qui m'a amélioré comme écrivain y como persona, et comme personne, y es huir de los prejuicios, c'est fuir les préjugés, huir de la idea de que todo es blanco o todo es negro, fuir de l'idée que tout est blanc ou que tout est noir, y entender cómo es tu propia naturaleza. y entender, Apprendre cómo c'est ta propre naturaleza. et comprendre quelle est ta propre nature. Y yo he aprendido que la naturaleza del ser humano, empezando por mí, es la contradicción. Et j'ai compris que la nature humaine, en commencer par moi, c'est la contradiction. Y la contradicción es el motor que mueve todo. Et la contradiction, c'est le moteur qui fait bouger tout, qui meut tout. De la contradicción nace el conflicto. De la contradiction naît le conflit. Y el conflicto es la materia prima de la literatura. Et le conflit, c'est la matière première de la littérature. Pero es nuestra propia naturaleza. Mais c'est notre propre nature. O sea, yo me he encontrado monstruos Moi, j'ai rencontré des monstres que sueñan qui rêvent, y en esos sueños sueñan que son personas normales. et dans ces rêves, ils rêvent qu'ils sont des personnes normales. Y yo me he encontrado santos Et j'ai rencontré des saints que por las noches qui, la nuit, sueñan que son monstruos. qui rêvent, donc des saints qui, la nuit, rêvent qu'ils sont des monstres. Y al final te das cuenta de que uno tiene que asumir lo que somos. Et finalement, tu penses qu'il faut assumer ce que tu es. Nous devons assumer ce que nous sommes. Yo nunca voy a escribir una novela policíaca Donc, je n'ai pas écrit de nouvelles policières y no la voy a escribir nunca. et je ne l'écrirai jamais. Porque en las novelas policíacas, por muy bien escritas que estén, hay Parce algo... que, dans les nouvelles policières, dans les romans policiers, dans les romans policiers, aussi bien que tu les écrives, Hay algo que siempre es mentira. il y a toujours quelque chose qui relève du mensonge. Y es que al final todo acaba teniendo sentido. Que todo acaba. Al final todo acaba teniendo sentido en la Ah, novela. et finalement, tout finit par avoir un sens. Y en la vida no es así. Et dans la vie, ça n'est pas comme ça. Y eso que iba a ser breve. On va en venir au roman.
je me suis appuyé sur 2 romans. La tristesse du samouraï, parce que c'est le roman qui a connu un immense succès en France et ailleurs, mais qui a obtenu le prix du meilleur polar européen, et Toutes les vagues de l'océan, parce que c'est le dernier, il est récemment paru. Donc dans ces romans, je voudrais qu'on parle de la construction des romans, parce que c'est quand même quelque chose de très remarquable. C'est-à-dire qu'on avance, alors je vais essayer une image, peut-être ça va être incompréhensible. On avance comme dans un petit ruisseau très agréable, et il y a des petits cubes de couleurs comme ça qu'on attrape à droite et à gauche en avançant, c'est-à-dire dans la lecture. Et puis on les réunit, on essaie d'en faire quelque chose, et tout d'un coup on s'aperçoit qu'en fait c'est un Rubik Cube. Tu sais ce que c'est un Rubik Cube? Sí, un juego con colores. Sí, sí. C'est un Rubik Cube, et tout le roman, dans la lecture, on voit comme ça s'assembler les choses, une par une, un cube avec un autre, une couleur avec un autre, pour arriver à la fin du livre à un cube parfait et des couleurs parfaites. Et la construction de tes romans, je ne voudrais pas exagérément dire du bien de toi, mais la construction est absolument extraordinaire. C'est-à-dire ce sont des histoires très complexes. On part... Alors, le temps de référence des romans, c'est souvent le temps justement de la transition, mais c'est des histoires qui commencent bien avant, qui commencent lorsque, dans les années 20, des jeunes communistes espagnols pouvaient partir en Russie pour construire des barrages, ou d'autres histoires européennes. On n'est pas du tout fixé sur l'histoire espagnole. Et petit à petit, toutes ces histoires, tous ces personnages qui se croisent, qui se rencontrent, dont on s'aperçoit au fil des pages qu'ils ont à voir les uns avec les autres, même de la façon la plus étrange qui soit, tous ces personnages nous mènent à aujourd'hui, au temps du présent du livre. Et en fait, dans le temps présent du livre, ce qui se joue, c'est la façon dont les enfants et les petits-enfants vont avoir à justifier de la vie de leurs parents ou de leurs arrière-parents. Est-ce que, simplement là-dessus, je dis simplement, c'est pas simple, est-ce que tu peux parler de ça, de la construction et du projet littéraire? No puedo hablar de esto. Non, je ne peux pas en parler. Bueno. Os puedo hablar, no, dejadme que os lo explique. Il faut que je vous l'explique. Mirad, una cosa que nos suelen preguntar a los escritores es cómo construimos nuestras novelas. La chose qu'on demande aux écrivains, c'est comment vous construisez votre roman. Eso es como, sinceramente, es como preguntarle a un mago cómo hace sus trucos de magia. C'est comme demander à un magicien comment fonctionne et qu'est-ce qu'il y a derrière ces trucs de magie. Pienso que lo justo y lo honesto es que los trucos de magia no se noten. Voilà, ce qui est juste et honnête, c'est que les trucs de magie, on ne s'en aperçoit pas. Y que eso nos permita creer que la magia es real. Et c'est grâce à ça que l'on croit que la magie est réelle, qu'elle fonctionne. Yo os puedo explicar por qué construyo las novelas como las construyo. Je peux vous expliquer pourquoi je construis les romans comme je les construis. Pero creo que a vosotros no os interesa, sinceramente, pienso que no os interesa cómo. Mais je pense que ce qui ne va pas vous intéresser, c'est comment je les construis. Sino el resultado. Sinon le résultat, ce que vous avez sous les yeux. Cuando vosotros leáis Tous les vagues de l'océan, a mí lo que me interesa es si yo he conseguido arañaros el alma. Voilà. Quand vous lisez Toutes les vagues de l'océan, ce qui m'intéresse, c'est si vous avez... si vous avez saisi de quoi. Bueno, L'âme, si vous avez sí, saisi l'âme. es igual, más o menos. Lo que os puedo explicar es, por ejemplo, que yo cómo atrapo las historias. Ce que je peux vous expliquer, c'est comment je saisis les histoires. Cuando yo era chico, mi padre, como vivíamos en la montaña, y esto es cierto, me enseñó a cazar mariposas. Mon père, quand j'étais petit, j'étais dans la montagne, il m'a enseigné à attraper les papillons. Y entonces, ¿cómo se atrapa una mariposa? Comment on attrape des papillons? Una mariposa, primero tienes que ver por dónde vuela y dónde se posa. Il faut d'abord regarder où il vole, où il se pose. Tienes que seguirla con la mirada. Il faut le suivre du regard. Después te tienes que acercar muy despacio. Ensuite, il faut s'approcher très lentement.
Y cuando la atrapas, tienes que atraparla en el hueco de las manos. Et quand tu l'attrapes, il faut la saisir dans le creux de la main, des deux mains. Tienes que hacerlo muy rápido, pero con mucha dulzura, Il faut le faire très rapidement, mais avec une grande douceur, sin tocarle las alas, sans toucher les ailes. porque si no pierden el polvillo Et sinon, il y a la petite poudre qu'il y a sur les ailes qui s'en va, y no pueden volar. et elles ne peuvent plus voler. Ils ne peuvent plus voler. Cuando yo atrapo una historia, lo hago así. Moi, quand j'attrape une histoire, je fais comme ça. Y la noto en las manos. Je la sens dans le creux de mes mains, Noto je sens les ailes. Entonces, abres las manos cuando tú consideras que has acabado Quand tu considères que c'est fait, y esa mariposa, si la has atrapado bien, vuela hacia otros sitios. voilà, et si tu les as bien saisies, quand tu ouvres les mains, elles s'envolent vers d'autres endroits. Pues para mí la literatura es eso. Pour moi, la littérature, c'est ça. Es atrapar una mariposa, C'est attraper un papillon, sentirla le sentir au creux de la main y dejarla que se vaya. et la laisser s'envoler, et le laisser s'envoler. Pardon. Y vosotros sois las flores. Et vous, vous êtes les fleurs. Bueno. Es verdad, mirad, cuando un escritor escribe, y aprovecho esto porque me ha gustado mucho lo que ha dicho antes a Alfonso, de que a él le emociona hablar de la literatura, de la escritura, a mí también. Quand un écrivain écrit, et j'étais très ému par ce qu'a dit Alphonse tout à l'heure de la littérature, parce que je pense ça aussi. Más que de los libros, porque los libros ya están escritos. Plus que les livres, puisque les livres sont écrits déjà. Y es elección del lector elegir esta historia u otra. Et c'est le choix du lecteur de choisir cette histoire ou telle autre. Hay una cosa maravillosa en la escritura que es que tú, como escritor, escribes hacia el futuro. Il y a une chose merveilleuse dans l'écriture, c'est que toi, en tant qu'écrivain, tu écris pour le futur. Porque todavía no has creado, todavía no existe lo que tú estás creando. Parce que ce que tu vas créer, ce que tu es en train de créer, n'existe pas encore. Y vosotros leéis desde el pasado. Et vous lisez à partir du passé. Leéis algo que ya no existe en el alma del escritor, Vous lisez quelque chose qui n'existe plus dans l'âme de l'écrivain, que ya lo ha dejado ir. il l'a laissé partir. Por eso a veces, a mí por lo menos, me cuesta mucho hablar de mis novelas. Et voilà pourquoi, à moi, il m'est très difficile de parler de mes romans. Al principio no sabía por qué escribía estas historias. Au début, je ne savais pas pourquoi j'écrivais ces histoires, ce type d'histoire. Y cuando escribí El peso de los muertos, que es mi primera novela, ya escogí el tema de la transición española. Voilà, quand j'ai écrit El peso de los muertos, qui est mon premier roman, j'ai choisi le thème de la transition espagnole. Seguí con El abismo de los sueños, La tristeza al samurái, etcétera, etcétera, en ese universo. J'ai continué avec La mente de los sueños, avec La tristeza del samurái, Sí, etc., etc. Y con los años, cuando uno ya empieza a tener un poco de obra, digamos, Bueno, au bout de quelques années, quand on a produit une certaine œuvre, empieza a entender que tiene una cosa que los escritores llamamos, o que para nosotros es muy importante, que se llama voz. et on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui pour nous est très important, c'est la voix. Es aquello que te reconoce y te distingue de los otros Ce qui escritores. permet de te reconnaître et de te distinguer des autres écrivains. Esa voz tiene unas melodías que son continuas. Et cette voix a une mélodie continue, des mélodies qui sont Que escribas en el contexto que escribas, siempre son recurrentes. et quel que soit le contexte dans lequel tu écris, cette mélodie des voix est récurrente, revient. En mi caso, el tema más recurrente, el tema más importante son las infancias perdidas. Et dans mon cas, le thème qui revient le plus souvent, c'est le thème des enfances perdues. Por lo que os he explicado al principio ya podéis entender más o menos por qué. Voilà, avec ce que je vous ai expliqué au début, vous pouvez comprendre pourquoi. ¿Por qué Tous les vagues de l'océan está dedicado a mi padre y a nuestros muros de silencio? Et pourquoi toutes les vagues de l'océan est dédiées à mon père et à ses murs de silence. ¿Por qué La tristeza del samurái está dedicada a mi pequeño Jordi? Pourquoi La tristesse du samouraï est dédiée à mon petit Jordi? Bueno, ¿por qué? Porque para mí la infancia es el punto de partida de todo. Parce que pour moi, l'enfance, c'est le point de départ de tout. La infancia
no, o sea, los niños no tienen capacidad de entender el mal. Parce que les enfants n'ont pas la capacité pour comprendre le mal. Pero tienen una capacidad impresionante de absorberlo. Mais ils ont une capacité impressionnante à l'absorber. Lo acumulan Ils l'accumulent y va creciendo. et ce mal ne cesse d'augmenter. Si ese mal, si ese dolor puede con el deseo de vivir, Si ce mal, si cette douleur s'empare du désir de vivre, si no encuentra un contrapeso, si il ne rencontre pas de contrepoids, cuando ese niño se hace adulto, quand cet enfant devient adulte, todo ese dolor explosiona, toute cette douleur explose porque lo comprende. parce qu'il la comprend. Entonces es cuando los hombres se convierten en monstruos Et c'est alors que les hommes se transforment en monstres. o se convierten en depresivos o en suicidas o en asesinos o en psicópatas, etc. Ou se transforment, deviennent des suicidés, des assassins, etc. Entonces siempre me ha obsesionado el dolor que sufren los niños y sobre todo siempre me ha costado mucho entender aquellos que infligen dolor a los niños. Voilà. Et donc ce qui m'obsède depuis toujours, c'est la douleur des enfants et surtout qui sont ceux qui infligent cette douleur à ces enfants. Es decir, porque no hay una razón, evidentemente, hay muchas razones lógicas para el mal. Il y a beaucoup de raisons logiques pour le mal. La venganza, el poder, el sexo, el odio, en fin, los temas. La vengeance, le pouvoir, le sexe. Pero no hay ninguna razón para hacerle daño a un niño. Mais il n'y a aucune raison de faire du mal à un enfant. Porque de un niño no se puede obtener nada. No puede. No se puede obtener nada. Parce que d'un enfant, on ne peut rien tirer, on ne peut rien obtenir. Con lo cual el mal se convierte en algo enfermizo. Donc le mal devient quelque chose de maladif. Es algo que nace, que está intrínseco en aquel que hace daño. Et parce que le mal devient quelque chose qui est à l'intérieur, qui est intrinsèque à celui qui fait le mal, qui donne la douleur. Y le doy otra vuelta más a esta idea. Et si je suis dans cette idée-là, Que es que lo que cuesta, si ya cuesta entender que alguien le puede hacer daño a un niño, il est difficile de comprendre que quelqu'un fasse du mal à un enfant. lo que realmente es incomprensible es que alguien que debe amar a ese niño le haga daño. Voilà, et ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que quelqu'un qui doit aimer un enfant lui fasse du mal. Ese es, digamos, el núcleo duro de mi universo literario. Disons que c'est là le noyau dur de mon univers littéraire. Hay otros elementos, Il y a d'autres éléments. como pueda ser la predestinación, Il y a d'autres éléments comme la prédestination, como el contexto histórico condiciona el desarrollo de las vidas, comment le contexte historique conditionne le déroulement de chaque vie, el papel de la mujer como verdadera heroína de mis novelas, le rôle des femmes comme vraie héroïne de mes romans, verdadera heroína porque es la antiheroína. de vraies héroïnes parce que ce sont les anti-héroïnes. Siempre me ha interesado mucho el papel de la mujer en el contexto de la sociedad española, ¿no? Parce que voilà, ça renvoie à la position de la femme dans le contexte de la société espagnole. Hay otros temas recurrentes como es la idea de Dios, Il y a d'autres thèmes récurrents comme l'idée de Dieu, como la idea de la culpa l'idée de la faute, de la culpabilité. y sobre todo una cosa que me interesa mucho es cómo los verdugos se pueden acabar convirtiendo en víctimas. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment les bourreaux peuvent se transformer en victimes Y las víctimas se pueden acabar convirtiendo en et verdugos. comment les victimes peuvent se transformer en bourreaux. Allez, un poco. Sí. Son père était mort, et même si dans son enfance ce fut un malheur qu'il pensait ne jamais pouvoir surmonter, le monde avait quand même tourné pendant toutes ces années. Quand un homme meurt, justement ou pas, il ne se passe rien de particulier. La vie continue. Le paysage ne change pas. Il n'y a pas plus de place dans le monde, sauf peut-être un peu plus de douleur chez ceux qui ont vécu cette mort de près.
Mais même cette douleur est vite oubliée par la nécessité péremptoire de vivre, de travailler, de reprendre la routine. Ceux qui sont devant le cadavre de celui qui vient d'être pendu dans la cour de la prison n'ont guère le temps de lui faire leurs adieux sous l'œil des soldats qui gardent le gibet. Le fils, un enfant d'une dizaine d'années, frôle les pieds nus de son père pendu à une corde et baisse la tête au moment où le bourreau coupe le nœud et laisse tomber le corps comme un gros sac. On entend les rires des soldats, les plaisanteries douteuses, les proches récitent un Notre Père, même si aucun d'eux ne croit en ce Dieu revêtu d'une armure et bardé du joug croisé de flèches invoqué par ces fauves en chemise bleue et hautes bottes de cuir. Mais il prie bien haut pour être entendu du chapelain de la prison. Ils ont peur et ils en ont honte. Peur d'être accusés eux aussi, peur qu'un voisin ne les dénonce sous un prétexte quelconque. Or, ils veulent vivre, même si vivre est devenu difficile. Ils changeront de ville, émigreront à Barcelone ou à Madrid, se fondront dans la masse grise, muette, craintive et tremblante qui sillonne les rues de cette époque funeste. Viendra même un temps où les proches de cette famille maudiront l'homme pendu au gibet. Pourquoi avait-il fallu qu'il s'éprenne de la femme d'un chef de la phalange? Que s'était-il imaginé? Avec une fasciste, avec la femme d'un fasciste, avec la mère d'un fasciste. La vérité n'intéressera personne. Quelle vérité, diront ceux qui vivent cachés derrière les sigles et les drapeaux, ceux-là même qui n'ont jamais vu une prison, parce qu'ils se seront remplis les poches et qu'ils auront filé en France quand tout a été perdu. Ils emmèneront avec eux leurs héros, leurs légendes, leurs mystifications. Ils accuseront à qui mieux mieux, s'intituleront démocrates et fleuriront leur mort. Mais personne ne se souviendra du jeune instituteur rural qui s'était épris d'une femme trop grande pour ses rêves. Son nom s'effacera à jamais, un dossier de police parmi d'autres. C'est bien comme livre, hein? Est-ce qu'on peut revenir sur cette idée des enfants qui doivent, puisque tout finit comme ça dans tes livres, les enfants qui doivent justifier. Es que estoy pensando lo que has leído es muy bonito. Tú lo has leído muy bien, muy bien. Ce que tu viens de lire est très beau, tu l'as bien lu. No, es de verdad. Solo hay un argumento irrebatible en la vida. Il y a un seul argument dont on peut débattre dans la vie. Y es la muerte. C'est la mort. El ser humano es el único ser que tiene conciencia de su propia muerte. L'être humain est le seul être qui a conscience de sa propre mort. Y eso lo contamina todo. Et ça contamine tout. Entonces, nuestra lucha, la lucha de mis personajes, es vivir con el horizonte de la muerte. Notre lutte à tous, et la lutte de mes personnages, c'est de vivre avec pour horizon la mort. La muerte te puede venir de muchas maneras. La mort peut arriver de différentes façons. Y uno se puede morir muchas veces. Et on peut aussi mourir souvent, plusieurs fois. Es decir, mis novelas están llenas de personajes que solo tienen apariencia de estar vivas. Et mes romans sont pleins de personnages qui ont simplement l'apparence d'être vivants. Pero que en realidad los matan cada día. Et par contre, en réalité, ils sont tués tous les jours. Mueren cada día. Ils meurent chaque jour. Isabel, por ejemplo. Isabelle, par exemple. La protagonista, no la protagonista, sino un personaje coral de la tristeza del samurái. La protagoniste ou le personnage choral de la tristesse du samouraï. Está casada con un fascista. Et mariée avec un fasciste. Pero ella en realidad solo se casó con un hombre. Mais en réalité, elle s'est simplement mariée avec un homme. Y ese hombre la humilla. Et cet homme l'humilie. Ese hombre está arrancándole a sus hijos para adoctrinarlos.
Cet homme lui arrache ses enfants pour les endoctriner. Ese hombre la viola. Cet homme la viole. Y nadie puede decir que la viola porque es su mujer. Et personne ne me dira qu'il la viole parce que c'est sa femme. Isabel, cada mañana cuando se despierta, sí tiene la sensación de que se despierta con un sudario. Et tous les jours, l'impression de se réveiller dans un suaire. Y necesita algo a lo que agarrarse para vivir. Et il faut s'accrocher à quelque chose pour vivre. Solo hay una cosa que el ser humano tiene que es más fuerte que la muerte, Et l'être humain a une seule chose qui est plus forte que la mort, que es el amor. qui est l'amour. El amor a los hijos, L'amour des enfants, el amor a otra persona l'amour pour une autre personne, o el amor a una idea. ou l'amour pour une idée. Yo conozco, y vosotros seguro que conocéis, muchísimos casos de artistas muertos Je connais beaucoup de cas, et je pense que vous en connaissez aussi, d'artistes morts que solo viven por el arte. qui ne vivent que pour l'art. En el caso de Isabel, se enamora de un comunista. Dans le cas d'Isabelle, elle devient amoureuse, elle tombe amoureuse d'un communiste. En mis novelas nada es lo que parece, pero no voy a ir más allá. Et mes novellas, Nada es lo que parece. dans mes romans, c'est pas ce qu'on croit. Quiero decir que no es una historia de amores frustrados. Ce n'est pas une histoire d'amour déçu. Vamos a decir que se enamora del hombre equivocado. On va dire que c'est un amour qui se trompe. Sí, bueno. Non, amour equivocado. Del hombre equivocado. No es que ella se equivoque. Pardon. C'est pas l'amour de l'homme qu'il faudrait. Y, bueno, vale. En el momento que besa la primera vez a ese hombre, Tombe amoureuse du mauvais homme. Voilà. en el momento que Isabel besa al hombre equivocado, la muerte aparece en el horizonte. Es decir, en el momento que ella besa a ese hombre, sabe que se ha equivocado. Sabe que acaba de tomar una decisión que va a tener consecuencias nefastas. Pardon. Oh, oui, ça tra- Ah, pardon. Au moment où elle l'embrasse. Au moment où elle l'embrasse, au moment juste où elle l'embrasse, elle a compris que c'était pas l'homme, c'était pas le bonhomme qu'il fallait aimer, que c'est une erreur. Eh oui, y terminó. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Más o menos. Pardon. Pues para los que no habléis español, luego buscáis a alguien que os lo traduzca, porque es muy largo. ¿Qué quiero decir en esto? Todos mis personajes, todos buscan una tabla de salvación. Tiens. Tous mes personnages cherchent une planche de salut, Aun sabiendo, tout en sachant. es que llevamos mucho rato hablando. Sí. Tout en sachant, Aun sabiendo que ese agarradero es una ficción. et que, tout en sachant que ce à quoi on s'accroche, c'est une fiction. Bertolt Brecht decía que la utopía es aquello que perseguimos sabiendo que jamás lograremos. Bertolt Brecht disait. Pardon. L'utopie, c'est ce que. Non, non ho entendido. Dímelo. Lo que decía Bertolt Brecht sobre la utopía. Sí. Decía que la utopía es aquello hacia lo que vamos sabiendo que jamás lo Ouais, lograremos. voilà, l'utopie, c'est ce vers quoi nous allons en sachant que nous ne l'atteindrons jamais, Pero que nos ayuda a avanzar. mais qui nous aide à aller plus loin. Pues yo lo que creo es que todos los personajes de mis novelas, como todos vosotros y como yo, necesitamos un horizonte hacia el que ir. Et je pense que tous les personnages de mes romans, comme vous-même et comme moi, nous avons besoin d'un point vers lequel aller, Asumiendo que nunca vamos a llegar a eso. tout en assumant le fait que jamais nous n'y arriverons. Alguien me decía hace un rato, una señora, con pesar, decía, tú escribes muy bien, pero tus novelas son un poco pesimistas. Et une dame m'a dit, tu écris très bien, mais tes romans sont quand même assez pessimistes. Y yo le discrepaba, le discutía y le decía que el pesimismo es el único punto de partida posible para la realidad.
Je lui ai répondu que le pessimisme est le seul point de départ possible pour la réalité. Si partimos de una visión de la realidad desde el pesimismo, tendremos la capacidad suficiente para construir otra realidad. Si nous partons d'un point de vue pessimiste, nous aurons la capacité de construire une autre réalité. Si nosotros asumimos la muerte, la enfermedad, el dolor como partes intrínsecas de nuestra vida, podemos hacer algo con eso, podemos ir hacia algún lado con eso. Oui, si nous prenons la mort, la douleur, le mal comme partie de nous-mêmes, nous pourrons faire autre chose. Si creemos en la vida eterna, ¿no? Los sacerdotes en la Edad Media, o incluso en la Edad Media española, a principios en la primera mitad del siglo XX, te decían, no te preocupes, te espera el paraíso. Oui, donc l'Église, les curés nous disaient au milieu du XXe siècle, ne t'en fais pas, il y aura le paradis. El paraíso no existe. Mais le paradis n'existe pas. El paraíso es la vida, es vivir aquí y ahora. Le paradis, c'est vivre, c'est la vie, c'est ici et maintenant. Y para vivir hay que sufrir y hay que conseguir que ese sufrimiento no acabe con nosotros. Et pour vivre, il faut souffrir et il faut faire en sorte que cette souffrance ne nous détruise pas. En el momento que Isabel besa a Guillermo, sabe que se acaba de condenar a muerte. Que s'accaba de condenar a muerte. Ah oui, et quand Isabelle, au moment même où Isabelle embrasse Guillermo, elle sait qu'elle se condamne elle-même à la mort. Pero es maravilloso besar a Guillermo. Mais c'est merveilleux d'embrasser Guillermo. Y lo acepta porque así es la vida. Et elle l'accepte parce qu'elle sait que c'est ça la vie. Porque decide que no va a morir más cada día. Parce qu'elle décide de ne plus mourir chaque jour un peu plus. Decide que se ha acabado el morir una vez tras otra. Ella decide, voy a morir una sola vez. Una. Pero hasta que llegue ese momento voy a vivir. Voilà, elle décide qu'elle va pas mourir donc jour après jour, qu'elle va pas mourir plusieurs fois, qu'elle va mourir une seule fois, mais que jusque-là, elle va vivre. Alors, juste une phrase dans La tristesse du samouraï. Les morts haïssent avec plus d'intensité que les vivants. Sí, claro. Sí, esto es así. C'est comme ça. Podríamos traer aquí a Alfonso y vamos a discutir mucho sobre esto. Alfonso pourrait revenir, on pourrait rediscuter de ça. Esto tiene que ver con la memoria histórica. Ça a quelque chose à voir avec la mémoire historique. Tiene que ver con el reportaje de ayer por la noche. Ça a à voir avec le documentaire que nous avons vu hier soir. Tiene que ver con una experiencia que a mí me pasó aquí, en Collioure. Bueno, no aquí, en Francia, en Collioure. Et ça a quelque chose à voir avec l'expérience que j'ai vécue ici, enfin à côté, à Collioure. Y en vez de teorizar, porque no nos queda mucho tiempo, os lo voy a ejemplificar. Alors plutôt que de faire de grands discours, je vais vous donner cet exemple. Cuando yo estoy escribiendo Tout le vague de l'Océan, hay una parte muy importante que se llama Cartas amarillas que habla sobre el exilio de una familia en el sur de Francia. Donc quand j'étais en train d'écrire Toutes les vagues de l'océan, il y a une partie importante qui concerne l'exil d'une famille vers le sud de la France. Para documentarme, le pedí ayuda a un amigo mío escritor francés. Pour ma documentation, j'ai demandé de l'aide à un ami écrivain français. Para que me hiciese de entrada con el director del castillo de Collioure. J'ai essayé d'obtenir de lui la possibilité d'entrer pour voir le directeur du château de Collioure. Supongo que todos conocéis el castillo de Collioure. Je pense que vous connaissez tous le château de Collioure. Es magnífico, de los templarios. De allí partieron los últimos judíos expulsados por los reyes católicos hacia África, etc. Voilà, c'est un château magnifique de l'époque des Templiers. C'est de là que sont partis les derniers juifs expulsés d'Espagne par les rois catholiques. Lo que quizá no sepáis
es que Collioure era Guantánamo en 1939-1940. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que Collioure, c'était le Guantanamo de 1939, 1936 à 1939. Y siguientes. Et ensuite aussi. En el campo de Argelers Dans le camp d'Argelès, hubo una cosa que se llamó la revuelta del pan. au camp d'Argelès, donc, il y a eu quelque chose qu'on a appelé la révolte du pain. Que es que hubo una revuelta de los líderes del campo porque el ejército, la gendarmería, cuando entraba a repartir la comida, la tiraba, les tiraba el pan desde los camiones, como si fueran animales. Voilà, et quand la gendarmerie rentrait dans le camp et jetait le pain aux prisonniers comme s'ils étaient des animaux. Bueno, los líderes locales que había dentro del campo decidieron que eso no podía ser. Et les leaders des gens qui se trouvaient, les chefs de ceux qui se trouvaient dans le camp ont dit ça ne peut plus durer comme ça. Y organizaron una revuelta. Et ils ont organisé une révolte. Una revuelta que consistía en que cuando los gendarmes, los senegaleses en este caso, entraban a tirarles el pan, ellos se daban la vuelta y se marchaban. Ouais, et la chose qu'ils ont imaginée, c'est que quand les gendarmes, qui en fait étaient des militaires sénégalais, qui rentraient dans le camp pour jeter le pain, ils tournaient le dos, ils leur tournaient le dos et ils partaient. Imaginaros, estaban muertos de hambre, Et imaginez-vous, ils étaient morts de faim, pero la dignidad mais la dignité estaba por encima. est allée au-delà de cette faim qu'il était Y naïf. aplicaban lo que es la disciplina del Partido Comunista. Et ils appliquaient ce qui est la discipline du Parti communiste. Aquí nadie come como un animal. Et personne ne doit manger comme un animal. Aquí se come como una persona o no se come. Ici, on mangera comme des personnes ou on ne mangera pas. Entonces, lo que consiguieron es que a partir de entonces ellos, los líderes del campo, se encargaban de la repartición del pan. Et de ce qu'ils ont obtenu, c'est que eux-mêmes, les leaders, les chefs de groupe du camp, distribueraient eux-mêmes le pain. Sí, y hay fotos de Robert Capa, yo las he visto donde la gente se pone en fila y uno por uno van pasando y van cogiendo su ración. Et on a des photos de Robert Capa là-dessus, et on voit les gens s'approcher, les prisonniers s'approcher en file et en toute discipline recevoir chacun un morceau de pain. Es algo lógico. C'est quelque chose de logique. Pero esto que hace despierta la suspicacia de las autoridades militares. Et ça réveille les soupçons des autorités militaires. Y deciden que hay que descabezar a los prisioneros Et políticamente. ils se disent qu'il faut couper la tête des prisonniers politiquement. Porque si se organizan para alimentarse, se pueden organizar para otras Parce que cosas. s'ils s'organisent pour l'alimentation, pour distribuer le pain, ils peuvent s'organiser pour autre chose. Y entonces cogen a una serie de personas significativas y se las llevan al castillo de Collioure. Et donc ils prennent des personnes qui occupaient une place particulière et ils les amènent au château de Collioure. El castillo de Collioure no existe. Le château Legalmente. de Collioure n'existe pas légalement. Hay prisiones militares en 1939-1940 en el sur de Francia Il y a des prisons militaires en 1939-1940 dans le sud de la France. y Collioure no consta, Et- yo lo he visto, no consta como prisión militar. Et si l'on regarde les registres, Collioure n'existe pas comme prison militaire. ¿Por qué? Porque si existiera como prisión militar se tiene que regir por la ley militar, por el código militar. Parce que si cette prison-là existait, d'après la loi militaire, elle devrait être régie par la loi militaire. Bueno, pues esta gente que sale en la novela, que los meten allí, evidentemente no tienen ningún tipo de amparo legal. Et donc ces gens qui apparaissent dans le roman, qui les amènent là-bas, n'ont aucun cadre légal pour faire cela. Y son sistemáticamente quebrados. Ils sont systématiquement cassés, brisés. A través del dolor, a través de la tortura física y psicológica. Donc ils sont brisés par la douleur, la torture physique, psychologique. Exactamente igual que en Guantánamo. Exactement comme à Guantanamo aujourd'hui. Bueno, esto pasa en la novela, en fin, luego sigue y ya. Ceci arrive dans la nouvelle, il y a une suite, etc. Cuando yo llego al castillo de Collioure, voy a hablar con la persona encargada. Quand j'arrive au château de Collioure, je vais parler avec le responsable. Digo, mira, estoy escribiendo una novela sobre
esto y tal, no sé qué, me gustaría visitar el castillo, y el tío encantado de la vida. Donc je demande à visiter le château, j'écris un roman. Y él encantado, oh, sí, es Víctor del Árbol, es conocido. Ah, Víctor del Árbol, c'est ça, c'est très bien. Entonces cojo y le pregunto, mira, lo primero que me gustaría visitar es las celdas donde estaban los prisioneros republicanos que tenéis aquí. Et donc la première chose que je lui dis, c'est que je voudrais d'abord visiter les cellules où se trouvaient les prisonniers qui étaient enfermés ici. Il y avait prisonniers républicains qui étaient enfermés ici. Y pone cara de bobo. Et là, il prend un air idiot. Sí, no de bobo, de bobo. Pas de bobo, mais de bobo. C'est différent, idiot. Je connais un peu la langue. Y me dice que no, que eso no es así, que allí no hay ningún tipo de celda ni nada. Et il me dit, voilà, ici, ça n'existe pas, il n'y a pas de cellule de ce type, rien du tout. Y yo insisto, J'insiste. Y al final me reconoce que sí, que es verdad que había prisioneros allí. Et finalement, il finit par me dire que c'est vrai, il y avait des prisonniers ici, c'est évident. O sea, hay bibliografía abundante sobre este Il y tema. a une telle bibliographie abondante sur ce thème-là. Pero me dice que no es política del département, hablar de este tema. Mais que ça va pas avec la politique du département de parler de ce sujet. Que el castillo de Collioure es un bien turístico y que, mira, los templarios, mira a los judíos, mira la arquitectura. Digo, sí, oiga, pero a mí eso no me interesa. Voilà, donc le château de Collioure est un lieu touristique, et puis regarde, il y a l'histoire des Templiers, l'histoire des derniers Juifs, etc. Y entonces me dice, bueno, en todo caso, si quieres, yo me enfadé bastante, lo reconozco. Donc il me dit, en tout cas, si tu veux, alors c'est vrai que je me suis mis très en colère. Y me dice, bueno, pues entra y tú mismo pues puedes visitar lo que quieras. En eso es verdad que no me pusieron ningún problema. Voilà, donc je te laisse rentrer et puis tu peux visiter ce que tu veux. Je n'ai pas eu de problème pour me promener dans le château. Y entonces con mi amigo, con Gildas, él me dice, cuando yo era pequeño, el castillo de Collioure, aquí veníamos a jugar. Voilà, mon ami Gildas me dit, nous, le château de Collioure, c'est un endroit où on venait jouer quand on était enfant. Y podíamos entrar por todos sitios. On pouvait entrer n'importe où. Dice, y yo creo que sé dónde estaban las celdas. Et je pense que moi, je sais où étaient ces cellules-là. Bajamos por unos subterráneos. Nous descendons dans les souterrains. Unas bóvedas muchísimo más pequeñas que estas. Des voûtes beaucoup plus petites que cette salle ici. Yo creo que hacía como 1,50 m, 1,60 m de alto. 1,50 m, 1,60 m de hauteur. Y yo casi no cabía con los brazos abiertos. Et voilà, je n'y contenais pas les bras en croix. Y me dice, estaban aquí las rejas. Et il me dit, les grilles étaient là. Y quedaban los engarces. Et il y avait los engarces. Les gonds. Bueno. Et encore, il y avait les grilles, il y avait encore les gonds, pardon. Y no había ninguna señal más. Et rien n'était signalé, rien n'était... Pero al final del túnel, de uno de los túneles, había una puerta. Mais au bout de ce tunnel, il y avait une porte. Nos acercamos. Nous approchons. Y veo una cruz gamada. Et je vois une croix gammée. Arriba España. Arriba España. Joderos putos rojos. Et putain de rouge, allez vous faire foutre. 1998. 1999. Eso es el odio de los muertos. Ça, c'est la haine des morts. A eso me refiero. Es decir, c'est de ça que je veux parler. Allí fue alguien que sabía esa historia. Il y avait quelqu'un qui connaissait cette histoire. Y fue allí a mearse. Il est allé là pour leur pisser dessus. Bueno, yo también me cagué en muchas cosas. Moi aussi, j'ai chié sur beaucoup de choses, si je peux me permettre. Y cuando salimos en el patio de armas, yo cogí una piedra de grava. Donc, je suis sorti sur la place d'armes, j'ai pris une pierre. Que en la plaza de armas sale la novela también. La place d'armes est dans le roman, elle aussi. Y en un
momento de exaltación patriótica, digo, vosotros os venís a casa conmigo. Et dans un moment d'exaltation patriotique, je dis, vous venez à la maison avec moi, vous rentrez avec moi. Y me llevo esa piedra. Y me llevo esa piedra en el bolsillo. J'ai pris cette pierre avec moi. Cuando cruzo con el TGV hacia la frontera, llego a Figueras. Quand j'ai pris le TGV, j'ai traversé la frontière vers Figueras. Me bajo. Je descends. Y dejo la piedra en el andén. Je sors, je pose la pierre sur le quai. Digo, ya estáis en casa. Et voilà, tu es rentré à la maison. Me vuelvo al tren, todo contento. Je reviens dans le train tout content. Y mientras el tren va arrancando, veo cómo viene el jefe de estación. Et je remonte dans le train, et pendant que le train démarrait, je vois le chef de station, le chef de gare. Y digo, veo como el tío se queda mirando la piedra. Je vois comment il regarde la pierre. Le pega una patada. Il lui donne un coup de pied. Y la tira a la vía. Et il l'envoie sur les voies, voler sur les voies. Eso es España. Voilà ce qu'est l'Espagne. Esa es la memoria histórica. Voilà ce qu'est la mémoire historique. La nuit vint, et avec elle toutes les horreurs qui l'accompagnaient. Peu de gens étaient exécutés au grand jour, comme si les assassins et les bourreaux étaient conscients de leur faute et cherchaient à la cacher. La nuit était le territoire des morts, des gens qui tombaient des terrasses, des cris dans les sous-sols, des détonations au fond des ruelles et des coups de poignard sous les porches, et des promenades en voiture jusqu'à la route de Rovira ou de Las Aguas, les phares d'une voiture éclairant le talus, le front plaqué contre la roche et les mains attachées dans le dos. La nuit semait la terre de cadavres qu'un camion ramassait tous les matins pour remplir les morgues de corps numérotés et étiquetés, puis exposer pendant quelques jours une foire macabre où père, mère, fils et filles cherchaient le gros lot de leur loterie, serrant les dents pour ne pas le trouver. Le monde se gorgeait de cynisme et de chants révolutionnaires d'un côté, de prières à mi-voix de l'autre. Mais la plupart des hommes, comme Ramon, attendaient en silence, la pensée atrophiée, accablés par cette évidence fatale et pourtant inconcevable que cela ne pouvait pas leur arriver. Les yeux obliques au fond des cernes bleutées, atrocement attentifs au son d'un verrou, d'un pas, d'un ordre lancé derrière la porte, aboyé par une ombre. Dors. Alors il était impératif de rassembler toute son énergie pour forcer les jambes à avancer, serrer le sphincter et fermer la gorge. C'était au plus près de la dignité, s'abstenir de toute déclaration de dernière heure, se contenter de calmer le tourbillon de l'esprit, juste assez pour concevoir la pensée dédiée à l'épouse, au fils. Murmurer un « pardonne-moi » adressé à on ne sait qui, un « je t'aime » très bref. Une ébauche de sourire pour se réconforter dans cette solitude absolue, pendant qu'il traversait la cour pavée où les hommes détournaient le regard. Coupables, tous coupables. Pourquoi la nuit ? Pourquoi de cette façon, avec cette lâcheté, malgré les fanfaronnades du garde qui le poussait violemment dans la voiture qui l'attendait ? Donne le souvenir de mes couilles à ton Christ sauveur. Ce garde aussi avait peur de lui, de sa bestialité. On le voyait à sa cigarette qui tremblait entre ses lèvres, à la haine sans raison qu'il avait vue dans ses pupilles. Ce sera bientôt mon tour, je le sais. Voilà ce qu'elle disait. Merci.